Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Le sujet d'aujourd'hui m'a absolument envoûtée, passionnée. Je me suis régalée à le faire et j'espère, bien que j'ai l'impression qu'il va être un petit peu long, qu'il va vous emmener avec moi dans les tréfonds et dans les fascinantes découvertes de notre histoire et que vous n'allez pas décrocher. Parce que je me suis régalée et ça a tellement eu de sens. Mais avant de commencer, je voulais absolument revenir aujourd'hui sur une collaboration qui m'avait déjà enthousiasmée à l'époque. Le problème, c'est que moi, dès que quelque chose me passionne, je suis pleine d'allégresse et de frénésie et je m'étais un petit peu emballée et j'en avais parlé un petit peu trop tôt. Mais je tenais vraiment, étant donné que les choses avancent et qu'en plus elles avancent dans le très bon sens, à revenir dessus et à vous en reparler aujourd'hui. Je suis donc ravie de vous présenter, de vous représenter un partenariat incroyable avec une solution innovante, Odoo, le couteau suisse de la gestion d'entreprise. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois que moi, en tant que créatrice YouTube, je suis constamment soumise à la censure, à des limitations, etc., qui me prennent littéralement la tête. De ce fait, je suis constamment à la recherche de moyens pour simplifier la gestion de ma chaîne et la rendre plus efficace, en plus de la rendre un petit peu plus visible sur le web. Et c'est là qu'intervient Odoo. Avec Odoo, comme vous pouvez le voir là tout de suite en photo, et je suis pas peu fière, j'ai pu construire un site web professionnel qui va bien au-delà de mes attentes. Mais laissez-moi vous dire qu'Odoo n'est pas juste une plateforme de site web, chers amis. C'est un véritable compagnon pour les entrepreneurs offrant une suite complète d'outils pour gérer tout, absolument tous les aspects de votre entreprise. Moi, qui pensais faire un petit site web sans grande envergure, juste histoire de faire genre un pied de nez à YouTube et d'être seul responsable de mes éditions sur la plateforme, Odoo m'a ouvert des portes insoupçonnées. La magie d'Odoo réside dans sa polyvalence. Non seulement vous pouvez créer un site web époustouflant en quelques clics, mais vous avez également accès à des outils de vente, de comptabilité, de marketing et bien plus encore. Tout intégré dans une seule et unique plateforme, rendez-vous compte. Grâce à Odoo, je vais consolider ma présence en ligne avec un site web qui reflète vraiment l'essence de ma chaîne YouTube. Je vais enfin pouvoir facilement partager mes vidéos, même les plus touchy, interagir directement avec vous en live, et ça c'est un rêve pour moi. Et enfin, envisager même de lancer peut-être ma propre ligne de produits. Vous verrez bien si je vous spoil ou pas. Mais une chose est certaine, je peux le faire si je veux le faire. Je sais, vous êtes peut-être déjà en train de vous dire, d'accord, oui, mais pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser Odoo? Pourquoi et comment Odoo fait la différence sur un marché qui semble déjà un petit peu overwhelmed? Eh bien, laissez-moi vous donner 3 bonnes raisons. La première, et franchement pas la moindre, c'est gratuit. La première application est offerte à vie avec hébergement et support illimité inclus. De plus, vous bénéficiez d'un nom de domaine personnalisé pour toute la première année. De 2, c'est rapide, et là pour le coup c'est topissime, avec une configuration de site en 4 étapes. Vous pouvez avoir votre site opérationnel en un seul clin d'œil. Vous imaginez même pas le gain de temps. Et enfin, la troisième, tout aussi importante que les 2 autres, c'est hyper simple d'utilisation. Pas besoin d'être expert en technologie. Et ça, moi, ça m'a bien arrangé. Il y a une interface hyper intuitive et un système de glisser-déposer qui est assez exceptionnel. La création d'un site web professionnel est désormais, grâce à Odoo, à la portée de tous. Si moi j'ai pu le faire, croyez-moi sur parole, vous pouvez aussi le faire. Du coup, j'ai plus qu'une seule question là tout de suite qui me vient. Qu'attendez-vous donc les amis pour cliquer sur le lien que je vous mets à votre disposition dans la barre de description de cette vidéo pour découvrir tout ce que je viens de vous raconter par vous-même et surtout tout ce qu'Odoo a à vous offrir. Je suis convaincue que vous allez être aussi emballés que moi. Je remercie encore Odoo pour cette collaboration fantastique et ensemble, nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, je vous mettrai le lien pour avoir accès directement à mon site dès que j'aurai un petit peu peaufiné quelques petits derniers détails. Mais j'arrive, je suis là
et personne va me déloger. Voilà pour ma collaboration du jour. Et maintenant, sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi pour découvrir les secrets cachés de notre civilisation. Comme vous le savez, un sujet en cache souvent un autre, et souvent, c'est au détour de recherches spécifiques que je découvre des chemins de traverse qui m'emmènent vers d'autres découvertes. Cette fois encore, cela n'a pas manqué. Et je vous avoue qu'alors que je pensais faire tout de suite la deuxième partie sur la géométrie sacrée en partant de Dubaï et de mon sujet de la semaine dernière, je me suis engouffrée dans une toute nouvelle aventure qui, vous allez le voir, fait lien et surtout lumière sur bien de mes sujets traités. Alors effectivement, je suis tombée cette semaine sur une vidéo de Tucker Carlson qui partageait dans un des podcasts de Joe Rogan des informations sur, accrochez-vous, la relation entre les aliens et le gouvernement américain. Oui, vous avez bien entendu, et le gouvernement américain. Le gars n'y est pas allé par quatre chemins. Et pour être très honnête, moi, il m'a bluffé. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, Tucker Carlson est un commentateur politique dit conservateur et animateur, enfin anciennement puisqu'il s'est fait virer, de télévision américaine. Il est surtout connu pour avoir animé l'émission d'opinion politique en soirée Tucker Carlson Tonight sur Fox News de 2016 à 2023. L'émission était très regardée et a fait de Carlson une figure influente de la politique conservatrice américaine. Outre-Atlantique, nombreux sont ceux qui ont fait la découverte marquante de Tucker Carlson suite à son entretien retentissant avec Vladimir Poutine. Il convient de noter que les interviews de Poutine par des journalistes occidentaux sont extrêmement rares et encore plus rares sont celles menées dans un cadre aussi direct et ouvert. Ce qui revêt, comprenez-le bien, une importance significative. Cela témoigne du sérieux et de la crédibilité de Carlson, bien éloigné des individus excentriques et des théoriciens farfelus qui perdent tout contact avec la réalité. Au contraire, Tucker Carlson incarne la rigueur et la lucidité. Lors d'un épisode captivant donc du podcast The Joe Rogan Experience, l'animateur a déclaré qu'il existait des objets mystérieux souvent repérés dans le ciel ou émergeant des profondeurs de l'océan, qui ne sont pas de simples engins physiques, mais sont contrôlés par des êtres qui transcendent notre compréhension conventionnelle des formes de vie. Selon ses dires, il existe des preuves tangibles suggérant la présence des entités tant sous la surface de la Terre que dans les profondeurs des océans. De manière intrigante, Carlson avance l'idée que ces êtres ont cohabité avec l'humanité depuis ses origines, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de mystère au débat en cours sur leur origine et leur intention. La remarque la plus intrigante de Carlson réside dans la suggestion d'une relation entre le gouvernement américain, entre autres, et ses entités. Et vous allez voir, les amis, que justement, cette hypothèse nous éclaire surtout davantage sur les origines de ceux qui gouvernent dans l'ombre, de leur obsession pour le contrôle absolu, expliquant ainsi leur insatiable appétence pour la domination. Cette révélation enrichit indubitablement le travail des chercheurs de vérité et apporte une pierre en plus à notre édifice, et c'est indiscutable. C'est fascinant, vous allez voir, et c'est maintenant. On y va. So I just started getting a lot of information from people and meeting with people, mostly in private, come to my house, let's talk. And I decided on the basis of what they told me, and then I talked to a lot of people about it, that actually this is really a very heavy duty question. Actually, it's not the little green men question. It's like a much bigger question. And it's really bad. It's really dark. And then I stopped. Then I was like, I don't want to know anymore because it's not helping me.
at all as a person. And I don't what information did you get that made you feel like it's dark? Well, it's so dark. Well, first of all, the deception is always bad. Like lying is bad in it. And it's bad not just in a legal sense in that it can be illegal to lie, but it's bad. It's like bad for you. Like it rots you. Like being a liar makes you a bad person. When you lie, you are serving evil. There's a moral quality to it that's inescapable and very obvious, and only like advanced civilizations ignore that. Lying is bad. And so if you have lying at scale, which we have on this topic, it's inherently bad. Okay, so that's the first level. The deeper level is so if they're spiritual beings, which I believe they are, like it's a binary. They're either, you're on team good or team bad. You can assign any name to it you want, but like, what are these things? Are they good or bad? And I think some of them are bad. And if the U.S. government knows that, or elements, the people within the U.S. government know that, then they're serving a bad force. And well, when you say spiritual, like what makes you draw that conclusion that they're spiritual? What's the obvious? I mean, spiritual may be the wrong word. Supernatural. They're beyond nature as we understand it. I mean, obviously they are. I mean, just chart their physical behavior. It doesn't, it goes outside of what we understand about physics. No visible means of propulsion, coming at indescribable speed, hitting the ocean, continuing at speeds that are impossible undersea. I mean, in other words, if I take a 9mm round or 7.62 by 39 and shoot you at 50 yards underwater in a swimming pool, and it's even more intense in salt water because it's denser, you could catch the bullet if it even makes it to you, right? So if you have a craft, any object underwater that's traveling at 500 knots as measured by sonar, right there you're challenging our understanding of physics. Like, what is that? How can that be? So yeah, they've tracked that. They've tracked things going 500 knots under the sea. Yeah, really. Yeah, much faster than any object can actually go undersea. For sure. Oh yeah, there's a lot of stuff going on underwater, and a lot. And there's video of these things coming out of the sky into the water and also emerging from the water. Right. I think some of it's crystal clear. We just don't have access to it? Is that what you mean? Yeah. Just we haven't seen it? Correct. So they have some stuff. For sure. So, but there's just a lot going on underwater, and it's measured. And so whatever. I mean, these are all, again, this is like the most obvious observable level of it. But then you just ask yourself, like, what is this actually? And, if there's been extensive knowledge of this for decades, like maybe 80 years at least, if not going back to the 30s, 90 years, to what end? So there are two possible explanations, obvious explanations. The first is the one you often hear, which is this is so heavy that if the public were to know about it, it would be just disruptive. It would be too scary. Like, you don't want to scare people for no good reason. There's nothing we can do about it. And you also don't want to suggest that the U.S. military isn't capable of protecting the country, the homeland. And it does suggest that. If you can't control these objects in your airspace, and that's known, if they can't, that's known, okay, then that suggests a limit to the power of the U.S. military, and you don't want to tell people that because then they won't believe that they're safe. I get it. But then there's a deeper level, which is like, okay, what's your relationship with these things? What is the U.S. government's relationship with these things? And there's evidence that there is a relationship and that it's longstanding. And that raises like a lot of questions about intent. And so like, what is that? And I just personally decided, and people have been hurt by these things. That's a fact. That's a fact. It's a knowable fact. It's a provable fact. And killed. And I'm not saying millions of people have been killed by whatever these things are, but people have been killed, and it's known because it's working its way through the courts out of the VA. So I don't know, an object that is by definition supernatural, it's above the laws of nature as we understand them, and that has resulted in the deaths of people. We don't spend enough time thinking about like what that adds up to. Like, not good, actually, not good.
Alors, il faut bien avouer, vous venez de voir des extraits de l'interview, que cela ne peut que titiller la curiosité de ceux qui cherchent à savoir. Et sachant en plus que ma curiosité est déjà bien exacerbée sur le sujet de manière générale. Et voilà donc en creusant autour de ces déclarations pour chercher à en savoir plus, pour avoir des référents, etc., je suis tombée sur X, anciennement Twitter, qui connectait cette interview avec celle qui suit. Regardez, ce podcast est dingue. There are people who believe they're the direct descendants of these beings and that they have the right to rule over human beings still to this very day. And they came from the Bureau, they got down to Earth, and this is about 450,000 years ago according to the tablets. The Anunnaki, who are also the Atlanteans, that's the same people. The Atlantean is the civilization, Anunnaki means those who came from heaven to earth. And they started off with this cloning system at first. So Isis says, I have an idea. She says, I'm going to take an egg from one of the women. And they took the egg, and she cleaned out some of the genetic material. They added some of their essence to the egg. They put it in her womb. She took it to term 10 months. And then you see her in this famous cylinder scroll holding up this baby saying, my hands have created it. She gave birth to the Adamu, which means first man. So they put Adam in this Eden, E-D-I-N. And this Eden was this laboratory where they would have these mating rituals between the different peoples, and when they got Adam in there, they tried to mate him with these other ones. They made Eve, they mated them, and bingo, it worked. Crazy story. That was about 200,000 years ago. They also genetically modified us by taking chromosome number 2 out of our body, fusing it together, and putting telomere caps on each end to limit our lifespans. And scientists now, geneticists at universities, they teach this. They say, we don't know how this happened. It's an artificial mutation that would have taken millions of years to happen, but it happened about 200,000 years ago. So the tablets line up with modern science. And so it's the foundation of a high-level civilization. When we got to one of the highest advanced civilizations, which started out in Sumer and then migrated over into the land of Kemet before it became Egypt, the initial pharaohs would be a direct bloodline of one of these Anunnaki people. When they relocated home base to the land of Kemet, they rebuilt the land of Kem out of the mud because there was a great flood. At the dawn of this new era, 36,000 years ago, the gentleman who started this, his name was Thoth, T-H-O-T-H, and he's known as a wisdom keeper. He's known all over the entire world, but he ruled over the land of Kemet for 14 or 16,000 years, roughly thereabout, according to the ancient Egyptians. And then he left there and went to Mesoamerica and kickstarted the Teotihuacan in Mexico City. That was all his master architectural plan. And Teotihuacan is part of his African name, which is also known as Tahuti. And Teotihuacan in Mexico really means the city of Tahuti that he built out there. So he left there, and that's why the pyramid complex there mirrors the one at Giza in Africa. Akhenaten is King Tut's father. So Akhenaten decided, I'm going to become a monotheistic ruler and not the kind of believes in multiple gods. And what got into him was Amun-Ra, who's also Thoth's brother. And he told Akhenaten that you worship me and you get everyone to worship me and deface all the other gods. That's why he was kicked out of Egypt. He went to the Great Pyramid and he went to that stone box area inside the king's chamber and took Ark of the Covenant with him. See, Akhenaten is Moses. That's the Moses story. They ended up in the desert with the Ark of the Covenant, which is well noted and documented in biblical text. A super advanced technological machine. It was multi-purposeful. What it was capable of doing, it's a weapon, but it also has the capability of being a power source. The Great Pyramid itself is a power generator. It was built on top of an aquifer, and the water running underneath the Great Pyramid, it creates physiostatic electricity. Those ions would get pushed up into the Grand Gallery, and they had resonating rods in the slots going up the Grand Gallery. When it got to the king's chamber, some other type of fusion would happen, and it would then send the energy up through the apex, and the apex, which is now missing, would then transmit it out wirelessly to the obelisk, which then collect this ambient electricity. And if you had a JED, you can pick up this ambient wireless electricity. You can see the JED connected to light bulbs and so forth, like a Nidera. I knew it wasn't a sarcophagus, but it's the same exact, I measured it. It's the same exact dimensions as what? The Ark of the Covenant. So when Akhenaten took that, he took the power source for Egypt. As time continued to go by, and they began to then handpick specific people to do specific things, and they would then create these genetically modified or bloodline people. Yeshua was one of them. He was a chosen one to bring a certain level of Christ consciousness, which existed before Jesus Christ, that terminology ever came to be.
Et voilà les amis, le contexte de départ de ma vidéo pour ce dimanche. Il faut avouer que c'est ébouriffant. Le concept des dieux venus d'étoiles lointaines, clonant la civilisation sumérienne et leur transmettant la technologie moderne dans l'Antiquité est un terme central de la théorie des anciens astronautes. Cette théorie suggère donc que des êtres extraterrestres intelligents ont visité la Terre et sont entrés en contact avec des humains à l'époque préhistorique, influençant ainsi le développement des cultures, des technologies et des religions. Une affirmation courante dans cette théorie est que les divinités de diverses religions pourraient être d'origine extraterrestre et que les technologies avancées apportées sur Terre par ces anciens astronautes ont été interprétées comme divines par les premiers humains. Parce que oui, il faut quand même bien expliquer que la perception commune de la masse en ce qui concerne les civilisations est qu'il s'agit purement et simplement d'anciennes peuplades arriérées, munies de serbacanes, vivant dans des cavernes et se nourrissant de racines. Des sauvages vêtus de peau de bête, incapables de construire autre chose que des huttes en boue et ne bénéficiant comme simples instruments que de marteaux et de hachettes. Et cela, même si ces soi-disant sauvages ont réussi à ériger des monuments d'une telle grandeur et d'une telle complexité qu'ils nous laissent pantois encore aujourd'hui. Les pyramides d'Égypte, le temple d'Angkor Wat, les cités incas du Machu Picchu pour ne citer que les plus connus, ne sont là que quelques exemples des prouesses architecturales de ces civilisations disparues. Des constructions qui, des siècles plus tard, continuent de nous fasciner et de nous interroger. Comment ont-ils pu faire ça? Avec quels outils? Quelle était leur connaissance de la physique et des mathématiques? Autant de questions auxquelles nous n'avons pas encore toutes les réponses. Enfin, il faut quand même bien se rendre à l'évidence, nos architectes d'aujourd'hui font figure de pâles amateurs face aux bâtisseurs du passé, et je dis cela avec toute bienveillance si jamais il y a des architectes qui me regardent. Parce qu'il faut avouer que nos architectes, tout autant bardés de diplômes qu'ils sont, ayant passé des années à étudier les rouages de la construction, sont quand même incapables de concevoir des routes qui durent plus de 3 ans, alors que pendant ce temps-là, les civilisations antiques disparues il y a des millénaires nous laissent en héritage des édifices qui bravent les siècles, debout et fiers, comme si le temps n'avait absolument aucune prise sur eux. Une chose est sûre, ces civilisations n'avaient absolument rien de sauvage, malgré ce que le narratif officiel essaie de nous faire croire. Parce que, vous voyez là les images, le narratif officiel veut quand même essayer de nous persuader que les mecs, ils ont fait ça avec des marteaux, des burins et des ciseaux. Et il y a des gens qui appuient cette théorie qui, entre nous soit dit, avec juste un peu de bon sens, on le sait que c'est pas possible. Ces civilisations étaient dotées d'un savoir-faire et d'une ingéniosité que nous avons bien du mal à égaler aujourd'hui. Et ça, c'est indiscutable. Les mecs là aujourd'hui, ils flexent à mort avec leur technologie futuriste. Là, regardez-nous, on a des GPS, on a des drones à base de mathématiques et de calculs quantiques, etc. Et pourtant, je le répète, nos routes et nos bâtiments s'effondrent plus vite que les châteaux de sable à marée montante. Rendez-vous compte, en dépit de tous nos progrès technologiques, nous sommes encore loin de pouvoir reproduire leurs chefs-d'œuvre. Avec nos grues géantes et nos ordinateurs super puissants, nous n'arrivons même pas à aligner des pierres aussi parfaitement que les anciens Égyptiens. Alors, j'ai une question déjà de prime abord qui vient spontanément. Qui sont les vrais sauvages? Peut-être devrions-nous, enfin pour certains, parce que je sais que la plupart de mes abonnés sur ma chaîne, c'est pas du tout le cas, mais peut-être devrions-nous nous montrer un peu plus humbles face à l'ingéniosité de nos ancêtres. Ou une chose est certaine pour certains, il ferait mieux d'arrêter de la ramener avec leur scepticisme à 2 €. Surtout, et attention, je dis ça que pour ceux qui sont déjà en train de s'agiter devant leur ordinateur en criant au complot, l'ancienne civilisation sumérienne est documentée par une source reconnue par la communauté scientifique traditionnelle elle-même.
une tablette d'argile recouverte d'une écriture cunéiforme. Cela suggère que les divinités de l'ancienne Sumer se livraient au clonage humain, créant des clones pour effectuer des tâches quotidiennes, notamment l'extraction de minéraux tels que l'or. Petite parenthèse des minéraux tels que l'or, parce que j'ai vu l'info passer aujourd'hui, mais c'était trop tard pour préparer le sujet. Il y a quand même un volcan en Antarctique qui est en train de recracher de la poudre d'or. À suivre. Je le note parce qu'en plus, ça fait sens avec mes recherches de la vidéo de ce jour-ci. Une question intrigante se pose alors. Quelles pourraient être nos véritables origines? Sommes-nous le fruit du hasard et des lois naturelles de l'évolution comme veut nous le faire croire le narratif officiel? Genre une danse fortuite de particules aboutissant à des êtres conscients capables de réaliser des exploits? Ou bien sommes-nous plutôt le produit d'une force supérieure, divine, voire extraterrestre, appelez ça comme vous voulez? Et que dire de l'hypothèse d'un univers holographique, concept difficile à appréhender avec notre compréhension actuelle. Parce que vous allez voir, ces tablettes sumériennes ne sont pas les seules découvertes intrigantes qui en disent long et qui ne trouvent aucun consensus, même à l'heure où j'enregistre cette vidéo, dans la communauté scientifique. Regardez donc cette photo. Qu'est-ce que ça pourrait être? La réponse pourrait vous surprendre. Je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Vous êtes très certainement en train de vous dire pourquoi poser une question aussi simple? Ce n'est rien, c'est un morceau d'argile. Dites-vous qu'en fait, selon certains scientifiques, il s'agirait d'une montre bracelet. En fait, les anciens Sumériens déterminaient le nombre de minutes dans une heure, d'heures dans une journée, de jours dans une semaine, etc. Cette civilisation remonte à plusieurs millénaires. N'est-il pas étonnant que les divinités de l'ancienne Sumer soient représentées avec des montres bracelets? N'est-il pas remarquable que le système de mesure du temps que nous utilisons aujourd'hui encore trouve son origine dans ces temps anciens aussi reculés? Examinons cela de plus près. La civilisation qui a émergé dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate est reconnue comme l'une des plus anciennes connues de l'humanité. C'est ici que l'écriture semble être apparue pour la première fois comme moyen de communication important. Les progrès scientifiques, en particulier en mathématiques et en astronomie, ainsi que les systèmes sophistiqués de gouvernance, d'art, d'artisanat et de littérature des cités-États sumériennes, forcent encore aujourd'hui le respect. Les mythologies de l'ancienne Sumer et de l'Akkad sont si étroitement liées que les érudits les ont fusionnées en une seule catégorie connue sous le nom de mythologie sumérienne akkadienne. Au sein de cet amalgame culturel et religieux, les noms de certaines divinités ne diffèrent que subtilement. Par exemple, le terme Han en sumérien signifie ciel, tandis qu'Anum, en akkadien, signifie seigneur du ciel. Ces dieux sont considérés comme des entités souveraines, des juges ultimes, des dirigeants de la sphère céleste et des gardiens des étoiles et du climat. Enlil, en sumérien, signifie seigneur des vents et Elil, en akkadien, est interprété comme divinité suprême. En son pouvoir se trouve le monde des hommes, le monde du milieu. Dans la tradition sumérienne, Enki est appelé le seigneur des profondeurs de la terre. Iéas, en akkadien, ou Aya, symbolise le dieu du palais, le seigneur des eaux souterraines, de la fertilité, de la sagesse et de la magie, étant le gardien des mondes sous-marins. Son majestueux palais semble être situé dans un océan souterrain d'eau douce. Les découvertes archéologiques indiquent que les premiers débuts des villes dans ces régions remontent à environ 7000 ans. C'est d'ailleurs Platon qui a suggéré que certaines civilisations étaient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait auparavant. Les découvertes archéologiques à Farah et Abus Leibig, qui ont mis au jour d'anciens contes et mythes sumériens, notamment des hymnes et des prières aux divinités, donnent du crédit à ce point de vue. Ces histoires décrivent des dieux non seulement comme les créateurs de l'univers, mais aussi comme les initiateurs
de l'humanité. Le récit de Gilgamesh, Enkidu et le monde souterrain relate la création des humains à une époque où la terre était séparée du ciel. Les dieux An et Enlil se partageaient les domaines du monde. Un autre mythe propose qu'Enlil ait divisé la terre en royaumes distincts, après quoi les dieux montèrent aux cieux, laissant aux humains le monde intermédiaire et le monde inférieur. Je sais pas si vous réalisez, parce que moi, vu que je suis dedans et que je fais mes recherches, tout ça, ça a du sens, mais ça rejoint tellement certaines théories sur la Terre creuse ou sur la Terre à l'intérieur de la Terre. Je vous mets toutes les vidéos, si vous les avez pas vues, en lien dans la barre de description de celle-ci, parce que vraiment, c'est dingue. Moi, ça m'a donné la chair de poule. Donc ceux qui ne l'auraient pas vu, allez voir parce que c'est fou. Cet aspect de la cosmogonie sumérienne présente des similitudes avec d'autres croyances culturelles. Mais la création des humains dans la tradition sumérienne possède des caractéristiques distinctes. An, la divinité suprême, ne visitait que rarement la terre, intervenant principalement pour régler les conflits entre ses enfants divins. La gouvernance du monde était confiée aux dieux les plus jeunes, mais leur nombre limité était insuffisant pour une gestion étendue de la terre. Par conséquent, il est apparu nécessaire de créer une entité divine pour libérer les dieux d'un labeur physique fastidieux. Cette tâche vitale fut confiée à Enki. Après avoir reçu sa charge, Enki observa qu'il n'était pas nécessaire de façonner à nouveau les gens. L'être dont nous avons besoin est déjà présent, a-t-il déclaré, proposant plutôt de conférer des qualités divines aux habitants de la terre déjà existants. Dans sa vision, la présence de la déesse de la naissance signifiait qu'elle pouvait façonner un simple ouvrier pour cultiver la terre, soulageant ainsi les dieux du labeur physique. La déesse Niursak, avec l'aide de 14 assistants, entreprit de façonner un nouvel être à partir du matériau indigène, le sol. Un petit détail intriguant qui va, si vous êtes comme moi, vous faire bondir de votre chaise, c'est que l'ancien mot sumérien pour sol se traduit par Adama, comme souligné d'ailleurs, vous l'avez vu, par Carson en début de cette vidéo que j'avais envie d'étayer. Donc Adama, Adam, sachant comment Adam a été créé, je trouve que c'est dingue. Les efforts initiaux visant à créer des êtres ressemblant à des humains n'ont d'abord pas, selon toujours les mythes et légendes sumériennes, n'ont pas abouti tout de suite. Ce qui a donné lieu à des individus présentant des caractéristiques anormales. Certains avaient 2 ailes, d'autres 4 visages. Il y avait même des êtres avec un corps et 2 têtes. Alors, je sais que je vous ai mis des photos, mais vous trouvez pas que ça ressemble vachement à ce qu'on appelle aujourd'hui les chimères et les hybrides qui sont en train d'essayer de recréer un laboratoire? On n'est pas dans une boucle temporelle, là, à refaire. Alors, on est très loin, nous, d'être des dieux. Par contre, nous, on joue en dieu. Je pense qu'on doit avoir des résidus de mémoire, très sélective, qu'à un moment donné, on a oublié tout ce que notre ego faisait qu'on n'était pas le héros de l'histoire et qu'on essaie de reproduire ce que les vrais ont fait avant nous et que c'est en train de se diriger vers un fiasco total. Mais il faut quand même avouer que tout est vachement connecté quand même. Je suis pleine de quand même, mais moi, ça a fait tellement sens. Ces anomalies, donc, probablement le résultat de mutations génétiques, conduirent alors la déesse à décider d'utiliser des gènes divins comme modèle. Par la suite, un homme fut façonné et par décret de la déesse Niursak, sa peau fut rendue blanche, semblable à celle des dieux. Et ça, il y a de nombreuses sculptures et reliefs qui ont été préservés, qui représentent les dieux et souverains d'une des plus anciennes civilisations, dont l'Antiquité est estimée par Platon à des centaines de milliers d'années, selon une estimation, et à peu près 20 000 selon une autre estimation. Les calendriers sumériens, qui retracent avec précision les données astronomiques sur près de 26 000 ans, suggèrent que ces connaissances provenaient d'entités considérées comme des divinités et des mentors par les Sumériens. Ceci, ainsi que la mythologie sumérienne, confortent quand même l'idée selon laquelle les écrits anciens conservent la mémoire d'êtres extraterrestres qui ont visité la Terre dans l'Antiquité, n'en déplaise aux sceptiques. Dans la mythologie suméro-akkadienne, le concept de Dieu civilisateur fondant les États anciens est élargi.
par la présence de dieux blancs. Les savants s'accordent largement à dire que les Sumériens ont migré d'ailleurs, mais leur origine exacte et leur destin final restent énigmatiques. Alors, petite parenthèse, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même parmi mes abonnés, vous savez, cet enfant à la maternelle qui mangeait de la pâte à modeler à côté de vous et que des fois, ils utilisent des petits détails et qui partent très loin dans le déni, voire dans l'attaque. Quand on parle, on n'est pas ici, quand on parle de Dieu blanc, on n'est pas ici dans le white supremacy ou toute bêtise de ce genre. On n'est pas dans ça. Il y a une représentation qui est confirmée par eux, ils étaient comme ça. Moi, je pense pas qu'ils étaient blancs, je pense qu'ils étaient translucides, d'accord? Un truc comme ça. Mais t'es bien obligé de te fier aux représentations des Sumériens. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils avaient cette couleur, ils étaient pas censés être là où on a trouvé leur truc. Je le dis surtout pour mettre en avant qu'il y a clairement une anomalie dans le narratif officiel. L'identité des visiteurs divins mentionnés dans les textes sumériens, supposés venir d'autres planètes, est enveloppée de mystère. De même, la représentation fréquente des dieux et des souverains sumériens avec des yeux bleus rendus dans des couleurs vibrantes soulève des questions. Le mythe de création, qui suggère le façonnage de l'homme, évoque clairement des réflexions, des pensées sur la manipulation génétique. Il y a no way quoi. Ça, c'est d'une logique imparable. La mythologie raconte que les Sumériens se sont installés entre le Tigre et l'Euphrate, voyageant depuis des terres lointaines dont la légendaire Delmoun. Ce lieu mythique était représenté comme un havre de paix où régnait l'harmonie, où les oiseaux chantaient en abondance et où même les lions n'étaient pas des prédateurs. Sur cette île, les taureaux, les ânes, les moutons et les chèvres s'amusaient librement dans les prairies sans craindre les prédateurs. Il n'y avait pas de serpents venimeux ni de scorpions. Le pigeon timide ne baissait pas la tête devant le milan prédateur. Les habitants de l'île ne connaissaient pas la maladie ni le vieillissement. Il n'y avait ni veuve ni veuf parmi eux. Ils ne souffraient pas de maux de tête ni de maladies oculaires. C'est mon monde de rêver, quoi. Ça, c'est mon paradis à moi. Au fil des ans, les femmes conservaient leur jeunesse et leur fraîcheur, tandis que les hommes, en vieillissant, ne ressentaient pas le fardeau de la vieillesse. Ce mythe présente des similitudes avec les récits d'autres cultures sur un âge d'or et une patrie ancestrale idéale. Et là, les Atalans, enfin, il y en a plein, je ne vais pas toutes les citer. Certains chercheurs en ont conclu qu'à l'époque ancienne, il existait une langue commune de cette patrie mythique à partir de laquelle ont ensuite émergé des groupes linguistiques indo-européens, dravidiens et autres. L'historien américain Samuel Kramer a aussi observé que malgré diverses théories, il est linguistiquement confirmé que les premiers habitants de la Sumer n'étaient pas sumériens. Les noms des deux principaux fleuves de la région, donc je vous l'ai dit, le Tigre et l'Euphrate, connus en cunéiforme sous le nom d'Idiglad et de Buranum, ne dérivent pas du sumérien. Fait intriguant d'ailleurs, le Tigre avec son cours paisible contraste complètement avec l'Euphrate turbulent. À l'avenir, il sera évident que de telles coïncidences ne sont absolument pas le fruit du hasard. Le chroniqueur chaldéen antique Béroz, qui vécut à l'époque d'Alexandre le Grand, laissa des témoignages en grec ancien sur les premiers souverains de Sumer. Béroz raconta l'histoire d'un visiteur extraordinaire nommé Musarus Oannes Anédote. La première année de son apparition, un être doué de raison, nommé Oannes, apparut dans la mer Érythérée près de Babylone. Cette créature ressemblait à un poisson, mais sous la tête de poisson se trouvait une autre tête humaine, et des jambes humaines étaient situées aux côtés de la queue de poisson. Cette créature avait une voix humaine et sa ressemblance a été préservée jusqu'à nos jours. Et là que c'est bizarre, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de dire, après moi je vais très loin, c'est-à-dire des fois faut qu'on m'arrête. Mais là je me suis dit, punaise, il y a quand même un mec au départ qui est un poisson. Dans le narratif officiel qui voudrait que la théorie de Darwin soit la théorie valable sur l'évolution, on est à l'origine d'un poisson. Et quelle est la meilleure façon de mentir? Quel est le meilleur des mensonges? On le sait tous. C'est une vérité qu'on transforme, qu'on module, qu'on malaxe, mais faut que ce soit cohérent.
Donc c'est là que je me dis qu'ils sont très forts, mais surtout c'est là que je me dis que waouh, ah ouais, donc tout vient bien de là, en vérité. Mais après, ça ne regarde que moi. Oannes consacra donc son temps aux gens, ne demandant pas de subsistance, et leur transmit des connaissances en écriture, en mathématiques et dans divers métiers. Il leur enseigna la construction de villes et de temples, l'établissement des lois, les principes de la géométrie et la culture des fruits et des légumes, essentiellement tous les éléments qui constituent le fondement de la vie culturelle. Depuis l'arrivée d'Oannes, il n'y a eu aucune autre découverte. Oannes est l'auteur d'un récit détaillant la création du monde et l'établissement de la société qu'il a transmis à l'humanité. Les documents anciens mentionnent 5 êtres similaires à Oannes, le civilisateur. Les représentations montrent l'un d'entre eux non pas comme une entité collaborant également avec les humains, mais plutôt comme une figure barbue portant un casque, peut-être vêtu d'une cotte de maille ou d'une tenue rappelant une combinaison de plongée et qui sous-entendrait que lui viendrait du fond des océans. Ce qui corrobore ce que disait Tucker Carlson dans son truc en disant il y a en haut mais en bas aussi. J'adore. Samuel Kramer a alors posé l'hypothèse que les noms des fleuves et des rivières qui ont évolué en ville ont été initialement utilisés par des peuples ne parlant pas sumérien, connus au 3e millénaire avant Jésus-Christ sous le nom de Subar ou Subariens. Ce fait est presque bien établi. Les Subariens furent la première influence civilisatrice majeure dans l'ancienne Sumer, impliquée dans l'agriculture, l'élevage de bétail et la pêche. Ils furent des pionniers dans le tissage, le tannage, la menuiserie, la ferronnerie, la poterie et la construction. Il est probable que les Subariens aient introduit la culture ancienne d'Uruk. Les amis, nous parlons là du 4e millénaire avant Jésus-Christ et potentiellement d'une époque encore plus ancienne liée à la culture du Beyd qui remonte au 5e millénaire avant notre ère. La culture tire son nom du site de fouilles archéologiques situé à 6 km des ruines de la ville d'antique d'Ur. Il est à noter que la poterie découverte dans ces cultures présente une similitude remarquable avec celle de la culture de Tripoldjé et des sites d'inhumation en pierre, ainsi qu'avec la découverte archéologique de la culture de Venga le long des rives du Danube. Il est important de souligner que des recherches scientifiques indiquent que l'épopée sumérienne ne trouve pas son origine dans la vallée située entre le Tigre et l'Euphrate, je le répète. Au lieu de cela, ces sources se trouveraient dans une région du monde complètement différente, éloignée de ces fleuves. Les anthropologues ont conclu que les premiers habitants de ces régions présentaient des caractéristiques typiques des populations européennes, notamment des types méditerranéens ou balkaniques. Cette affirmation a été corroborée par une découverte en 2008 dans le Kurdistan iranien où un site de sépulture royale a été mis au jour. Les archéologues ont été stupéfaits non seulement par l'ancienneté de la découverte, estimée à environ 10 à 12 000 ans, mais aussi par les momies bien conservées qui présentaient nettement un phénotype caucasien du défunt. Actuellement, un ensemble de preuves substantielles soutiennent l'idée que ces tribus furent les premiers habitants des terres qui donneraient naissance aux grandes civilisations anciennes. Ces tribus se sont étendues dans des zones maintenant connues sous le nom de, accrochez-vous, Palestine, Asie mineure et Mésopotamie. Néanmoins, cette information passe souvent inaperçue et non reconnue car, vous le savez, elle ne correspond pas au paradigme historique établi et au narratif, donc soit au narratif officiel qu'on essaie de nous foutre dans le crâne dès notre plus jeune âge avec un programme scolaire qui est désuet, qui est dépassé, qui n'a plus de sens, mais qu'on est quand même en train de continuer à apprendre à nos enfants. Bref. Une preuve en plus, il le fallait les amis, que nous avions bien raison de nous interroger, de sortir des sentiers battus, de nous fier à nos intuitions, parce que oui, il y a des intuitions. Moi par exemple, la première fois que j'ai senti une intuition pareille, c'est quand j'ai lu Da Vinci Code. Alors, quand je l'ai lu, il n'avait pas encore fait le buzz de ouf qu'il a fait après. C'était une amie à moi qui me l'avait prêté. À chaque page et à chaque chapitre que je tournais et que je finissais,
c'était pour moi d'une logique, mais c'était comme si je le savais, que ça faisait que confirmer quelque chose que je savais vraiment au fond de moi. Voilà, comme si, au final, c'était d'une logique telle, mais pire que d'une logique. J'avais vraiment la sensation que c'était inscrit dans mon âme. Ben là, ce sujet m'a donné la même impression. À chaque fois que je regardais, que j'ai lu, parce que là, je vous fais un condensé pour que la vidéo dure pas 4 heures, mais à chaque fois que j'ai lu les conclusions, les recherches des uns et des autres, je me disais, mais oui, mais c'est ça, mais tellement plus que tout ce que j'ai pu me dire quand on a essayé de me rentrer de force dans la tête à l'école, la théorie de Darwin. Donc je me dis que qu'est-ce qu'on en a à faire pour passer pour de doux illuminés, parce que les gens veulent pas, ne serait-ce que faire l'effort de s'interroger, quand chaque découverte prouve que, quoi qu'il en soit, je dis pas qu'on a raison, mais en tout cas, je dis que le narratif officiel est faux. Voilà les amis, cette fois-ci c'est bien fini pour moi. J'espère que la vidéo aura pas été trop indigeste. J'ai hâte de lire vos commentaires en description. Avant de vous laisser, je voulais vraiment vous remercier parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir acheté le livre de mon amie. Merci pour elle. Franchement, j'apprécie, j'ai une communauté au top. N'oubliez pas aussi, je suis toujours boycott. Certains d'entre vous me disent qu'ils reçoivent pas les notifications, d'autres qu'ils ont du mal à trouver ma chaîne. Donc on continue, hein. Le meilleur soutien, c'est les likes. Ça prend 2 secondes. C'est pas pour mon ego, c'est vraiment juste pour que grâce aux likes, ça fasse un peu le forcing via de l'algorithme et que l'algorithme n'ait pas d'autre choix que de me suggérer à des gens qui ne me connaissent pas et qui ne me connaîtraient jamais si vous n'êtes pas là à faire le forcing pour moi. Donc on like, on commente, on partage et surtout les petits nouveaux, abonnez-vous. On approche des 100 000 et je vous promets pour les 100 000, on va faire un FAQ, mais toutes vos questions, sans tabou, j'y répondrai. Mais bon, on n'en est pas là, je m'enflamme, je vous en reparlerai le moment venu. Je vous souhaite, les amis, en attendant de passer une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.